Julie Béalu. Donc, je travaille à la galerie JM Béalu et Fils avec mon père, Christian Béalu. C'est une galerie qui existe depuis 1952, donc une galerie familiale. On est spécialisé dans la céramique des 16, 17 et 18e siècle. Donc voilà, on est les principaux initiateurs du parcours de la céramique et des arts du feu. Ici, vous avez un poncif que vous retrouvez qui a été repris à Quimper, sur les faïences de Quimper. Voilà, là, c'est un oiseau un peu fantastique, mais ça a plein de charme, hein, ça n'empêche pas. Hein. C'est vers 1780. Voilà. Donc le parcours de la céramique et des arts du feu, c'est la continuation en fin de compte du Salon international de la céramique et des arts du feu, qui s'est transformé en parcours en 2008. Et en fin de compte, c'est un regroupement d'antiquaires et galeristes français et étrangers, donc européens, même internationaux si c'était possible, qui présentent des céramiques de toutes les époques, de l'Antiquité, de la Renaissance, du 18e, du 19e, 20e et même de l'époque contemporaine. Là, on a principalement ici l'art de la table qui peut représenter exactement toutes ces périodes. Donc, on a du banquet antique jusqu'à les grands services du 18e où il y a eu la création de beaucoup de nouvelles pièces, des saucières, des moutardiers, des terrines pour tous les différents plats qui étaient proposés à cette époque-là. J'aime bien la période Louis XIV, c'est le 14 Régence, c'était un saupoudroir pour le sucre sucré. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de sucre en poudre, donc on concassait le sucre. C'est une salière, voilà, c'est une salière, et ça c'est le saleron. Et on mettait le sel là. La céramique, ça comprend le grès, la faïence, la porcelaine, la majolie. C'est vrai que la céramique, donc elle commence dès l'Antiquité et on la retrouve jusqu'à notre époque moderne. Maintenant, on a toujours des créations de céramique. Donc ça a été progressif, on a eu un grand élan à la Renaissance avec la majolique italienne. On a aussi tout ce qui est hispano-mauresque, Moyen-Orient. Et puis tout au début aussi, on a eu la Chine. On a essentiellement des porcelaines bleu-blanc, une rare pièce en bleu-blanc du 17e verseuse pour l'Orient, on commande pour l'Orient, des familles vertes avec une influence, comme vous pouvez voir, très occidentale. Ici, des salières. Pourquoi ? Parce que les Français notamment avaient fondu leur argenterie pour les guerres de Louis XIV et refaisaient faire des pièces qui étaient anciennement en argent en porcelaine. Ici, des pièces qui ont eu grand succès, notamment au Portugal, qui sont des décors à 10 feuilles de tabac, qui sont, comme vous pouvez voir, des décors en plein. Et ça a eu un grand succès dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Du pourpre et puis du rouge de fer. Et puis c'est très décoratif. Il y a un mélange de couleurs, mais qui s'harmonise quand même. En France, s'est développée la céramique et plusieurs manufactures pour pouvoir imiter la porcelaine de Chine, donc qui était importée par la Compagnie des Indes et qui est arrivée par la Hollande. Et c'est là où ça a été vraiment le commencement de la création de la céramique en Europe pour imiter les porcelaines de Chine. Et en France, on n'avait pas de kaolin. Donc on a fait plusieurs essais, et on a donc notamment eu pas mal de pâtes tendres avant l'arrivée du kaolin côté de Limoges. Oui, il y a des services, effectivement, on vend des assiettes comme ça, Chantilly 18e. Et c'est une assiette creuse. Voilà, ça sur une table, ça a beaucoup d'allure aussi. Hein. Très joli, et ça on a des clients, ils se font plaisir, ils se font des services. Alors même si c'est de la pâte tendre, donc une glaçure, le problème là c'est que la glaçure peut se rayer avec un couteau. Mais le bleu lui il partira jamais parce que c'est du grand feu. C'est donc cuit, le bleu est rentré dans la porcelaine. Et en Europe, on a eu aussi beaucoup de productions allemandes en porcelaine, dont Meissen la principale. Alors j'ai sélectionné un objet que je trouve tout à fait intéressant, esthétiquement parlant, puisqu'il s'agit d'un éléphant en porcelaine de la manufacture allemande de Meissen. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a été monté et adapté à la base d'une monture en bronze doré ciselé
rocaille, vous voyez, donc sous Louis XV. Et ce qui est amusant et intéressant, on ne pourra pas le voir à la caméra, mais vous avez un petit poinçon aussi couronné, qui était un impôt qui a duré très peu de temps, entre 1745 et 1749. Et donc ça permet de dater la monture en bronze. Alors je présente également tout un ensemble de porcelaine allemande de Meissen sur le même thème. Il s'agit de pièces avec des décors de scènes portuaires tout à fait exceptionnels. Toutes les pièces sont différentes et pourtant elles proviennent du même service. Vous avez les marques aux épées croisées, typiques de cette manufacture allemande de Meissen. Et tous les décors sont des décors donc, de sujets maritimes. Là, on est à la fois dans l'art et dans l'histoire. On a un ensemble de pièces, notamment d'assiettes ici, qui proviennent du service du duc de Villeroy. Le nom de Villeroy est apparenté à la manufacture de Mency, que nous avons vue ici dans les porcelaines tendres, puisque c'était les protecteurs de la manufacture de Mency. Ici, il s'agit du service du dernier duc de Villeroy. Il avait, par précaution, au moment de la Révolution, fait gratter les armoiries centrales qui ornaient le médaillon que vous avez là. Dans ce médaillon, il y avait les armoiries d'alliance de lui-même et de son épouse, Jeanne-Louise Constance d'Aumont. Alors, pour ne pas laisser, bien entendu, le médaillon vide, ils ont fait porter les initiales DV pour duc de Villeroy au milieu de ce médaillon. Jusqu'il y a fort peu de temps, on identifiait assez facilement par lumière rasante l'armoirie de l'époux, qui est toujours à gauche, mais jusqu'alors on n'avait pas la certitude, et loin de là, de l'armoirie de droite. Or, dans l'ensemble que j'ai acquis, il y a une pièce, que je n'ai pas ici, mais il y a une pièce qui n'a pas été marquée DV. Et donc, en lumière rasante, on peut reconstituer de manière certaine les deux armoiries, celle de l'époux et celle de l'épouse. Donc, on peut affirmer de manière certaine qu'il s'agit du service du duc de Villeroy. Alors après, on va poser la question, mais comment se fait-il, comme protecteur de la manufacture de Mency, qu'il n'ait pas fait faire de service en Mency? Alors il faut tout simplement savoir qu'en Mency, on constate, il se trouve qu'il y a très peu de plats, d'assiettes, de plâteries. Il n'en existe pratiquement pas. Premier motif. Second motif, ce sont des services qui sont faits pour être utilisés. Or, sous l'acier, le couteau, la fourchette, la porcelaine tendre se raye. Au bout d'un moment, il y a des stries, elle se raye. Et là, le duc de Villeroy a demandé à la manufacture du duc d'Angoulême, donc une manufacture parisienne, qui était située dans la rue Bondy, de lui faire un service en porcelaine dure. Parce que les porcelaines parisiennes sont toutes en porcelaine dure. Il n'y a pas de porcelaine tendre. Et donc là, on est dans un service où, à l'utilisation, ça ne raye pas. Donc ce qui répond à la question, pourquoi Villeroy a-t-il fait faire? Tout simplement pour l'utiliser. Voilà. Donc c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose d'émouvant, puisque en plus de ça, il faut savoir que quand ce pauvre duc de Villeroy a été guillotiné, il n'y avait plus de descendance, donc ça s'est complètement éteint. Donc c'est un des derniers témoignages de ce personnage et de cette grande famille. Les objets présentés au parcours de la céramique ont été vérifiés par un comité d'experts sélectionné par l'association qui vérifie donc l'originalité et puis le côté qualitatif, c'est-à-dire que ça va vraiment faire partie d'une collection. Voilà, alors une très jolie tabatière en porcelaine tendre de Saint-Cloud, donc qui est en parfait état, avec une monture en argent d'origine, d'époque. Elle est poinçonnée. Ici, vous avez le poinçon de décharge qui est une tête de chien et qui permet donc de dater l'objet entre 1732 et 1738. Mais ce qui fait la spécificité et tout l'intérêt de cette tabatière, c'est le travail d'or estampé. Donc avec une matrice, on applique sur la porcelaine de la feuille d'or assez épaisse, comme vous pouvez le voir. Et alors, le comble du raffinement, ici, on a mis des émaux verts sur le travail
en relief doré. Donc c'est un type de décor qui s'est fait très très peu à la manufacture. Et donc la boîte est en parfait état, les émaux et la dorure sont restés assez vifs. Donc c'est vraiment un objet petit mais plein de charme et d'une grande rareté. Il n'y a qu'une seule cuisson et le même émail. Et pourtant, vous avez des craquelures excessivement fines et ou grandes qui vous permettent de faire toutes les ombres, tous les décors. Et vous voyez, vous avez même sur un même endroit, vous avez des ombres avec une petite craquelure fine qui fait apparaître la terre. C'est la terre que vous voyez en dessous. Et donc, on arrive à modeler complètement un décor avec des ombres et des reliefs. Et ça, il faut être un grand technicien et même chimiste, car ça rentre en ligne de compte. Mais par ailleurs, c'est liquide, un émail. Alors, pour arriver à faire un émail en relief et gravé, imaginez qu'il ne bave jamais sur le reste, c'est aussi une grande difficulté. Vous voyez, toutes ces techniques sont différentes. Il y en a des plus simples, ça c'est inspiré de l'Iran, celui-là est de la Perse, ceux-là de l'Afrique. Et donc ça c'est un ensemble très particulier car il montre 12 vases qui sont tous très différents, aussi bien de technique, car ce qui est intéressant c'est de savoir que c'était un homme qui faisait sa céramique tout seul et non pas par l'intermédiaire de manufacture ou d'atelier, puisque tout cela avait pratiquement disparu. Ce sont des céramiques qui sont la continuité de la majolique italienne, de la céramique française dans tous ses atouts provinciaux, et qu'il a réintroduit. Et là, c'est rare de voir la diversité de ces vases, qui sont d'ailleurs représentés dans tous les grands musées du monde, y compris au Met à New York, où il est exposé aussi. Et puis une deuxième artiste qui est Sandra Zeni, qui est une céramiste franco-libanaise, qui a une pratique assez particulière. Elle façonne ses œuvres contre son corps, comme un corps à corps avec la matière. Et ce que l'on apprécie beaucoup dans son travail, c'est la qualité de ses modelés et de la façon dont elle réalise ses émaux, avec beaucoup d'émaux assez brutes, qui donnent une vraie profondeur à la pièce. Et vous remarquerez plusieurs œuvres qui ont été créées en filiation directe avec les sculptures de Rodin. Un certain nombre d'œuvres sont des témoignages contemporains, un petit peu plus abstraits bien évidemment, des corps de Rodin. Ce qui est tout à fait remarquable dans l'œuvre de Sandra, et particulièrement dans cette série assez organique et en même temps assez voluptueuse, et toutes ces pièces ont une ouïe, toutes ces pièces respirent. I really love to use a lot of color in my sculpture, but if you will see one sculpture at the end, it's without drawing, and this is my first time to do sculpture without drawing, which is a great experiment for me, because you can still recognize this is my work because of characteristic shape, but something different. Yeah. Le parcours de la céramique, depuis plusieurs années, fait un partenariat avec un musée de France pour l'instant. Et les pièces présentées par le musée sont mises en avant par les participants. À côté, ils peuvent présenter aussi des pièces en comparaison qui, elles, seront à la vente et que l'on pourra prendre en main facilement. Concernant le musée des Yvelines, qui gentiment nous prête cette année un certain nombre de pièces en porcelaine de Saint-Cloud, puisque c'est un musée qui se trouve à Saint-Cloud et qui a une très belle collection de porcelaine tendre de Saint-Cloud du premier quart et disons première moitié du XVIIIe siècle. J'ai sélectionné deux objets. Il s'agit d'un pot à sucre ainsi que d'une boîte qu'on appelle tabatière,
puisqu'on prisait beaucoup le tabac au XVIIIe siècle, et je les ai choisis à fond jaune, ce qui est tout à fait exceptionnel, parce que la plupart des pièces en porcelaine, notamment en Saint-Cloud, évidemment, étaient à fond blanc, et souvent à décor bleu. Là, elle est à fond jaune et à décor polychrome, c'est tout à fait rare. En voilà d'ailleurs, puisque j'en ai sorti à cette occasion, j'ai sorti des coquetiers en Saint-Cloud du début du XVIIIe siècle, à décor de lambrequin bleu, des tasses trembleuses. Ça sont des pièces beaucoup plus classiques. Simplement, les coquetiers sont des objets rares. Ça, c'était la manière de mettre du tabac dans des petites boîtes. Et ça, c'est fait en Chine, mais le modèle est totalement européen pour y mettre le tabac. Si vous avez été en Chine, il y a énormément d'humidité. Donc le tabac avait tendance à se coller à cause de l'humidité. Donc ils ont trouvé ces flacons où le tabac est hermétiquement et à l'intérieur tout à fait protégé, d'abord par un bouchon, un liège, et donc est protégé de l'humidité. Et il y a une diversité absolument étonnante. Le flacon de tabatière commence à la fin du XVIIe. Durant le XVIIIe, c'est des pièces qui sont essentiellement collectionnées par la haute société chinoise. Ensuite, au XIXe, ça va se démocratiser. Et en 1920, à l'arrivée de la cigarette, on ne va plus priser. Ça sera la fin des flacons. En tout cas, tels qu'on les voit, on va continuer à en faire, notamment pas à l'intérieur, mais c'est des flacons qui n'étaient pas vraiment destinés à recevoir du tabac. Voilà. Alors, comment ça se passe? Alors, on va prendre un flacon. Alors celui-là est très joli et très rare. Il a le pied tout à fait réticulé, donc extrêmement en porcelaine, légèrement craquelé, à décor anima, c'est-à-dire secret, sous la couverte. Comment prisait-on? Vous avez le flacon dans la main, et là vous trouvez une petite pelle. On extrait le tabac dans la petite pelle, on le met sur la paume de sa main, et on le prise. Ça a été, je vous dis, une mode de 2 siècles, où le chinois prisait, où on faisait faire des flacons comme des bijoux, finalement, puisque souvent on se promenait avec son flacon dans la main, donc on voulait des jolis flacons originaux. On en a fait en toute matière. Là, j'en ai en porcelaine, naturellement, en bambou, en jade, en argent, voilà, toute une série en agate. Là, c'est des tabatières qui ont été montées très souvent par des Européens, puisque nous, on ne prisait pas au début du XXe, quand ces flacons sont arrivés en Europe. Beaucoup de fabriques ont conçu de les monter pour en faire plutôt des flacons à parfum. Voilà. Ici, ça a été monté par une maison qui s'appelle Maquet, en briquet. Alors, on y mettait de l'alcool à l'intérieur, qui était imbibé dans du coton. Il y avait une petite mèche, on grattait la mèche et ça s'allumait. Le parcours de la céramique édite une petite brochure où à l'intérieur il y a un plan pour pouvoir circuler dans le quartier et trouver tous les participants, et annonce également toutes les conférences du parcours. Moi j'aime beaucoup cette pièce parce que bon, elle est dans tous les livres qui ont été consacrés à Fantoni, c'est une pièce un peu mythique. Je trouve complètement cette espèce de pièce chamotée comme ça avec le pouce où on voit le travail du céramiste. J'aime beaucoup. L'assiette est légendée au dos. Et ce service, qui comportait 80 assiettes, a été livré à la duchesse de Berry suite à l'exposition des produits de l'industrie au Louvre en 1826. C'est un service assez rare et c'est assez exceptionnel d'avoir une assiette aujourd'hui. Et il se trouve que je l'ai vendue dès l'ouverture du parcours hier. Elle est vendue. Elle part en collection privée. Cette manifestation est très attendue mi-septembre chaque année. Elle dure une petite semaine et les participants ouvrent leurs portes à tous les passionnés de la céramie, conservateurs, collectionneurs, visiteurs.
Ils sont prêts à partager leurs connaissances et leur passion de l'art. Ce sont deux grands bassins qu'on peut appeler rifrescatore en italien, en céramique, avec un type de décor très très particulier qui, traduit l'italien, donne un décor à éclaboussure. Et ce sont des pièces qui sont d'une taille tout à fait inhabituelle, dont on connaît l'équivalent en métal, en argent ou en cuivre, mais en céramique, on n'en connaît pas de cette taille. C'est les plus importantes qui ont été découvertes. J'ai pris contact pour ça avec le conservateur du Bargello à Florence, M. Marino Marini, qui m'a dit que c'était extraordinaire et qui est en train de préparer une étude sur ce type de décor avec la boussure. Elles seront publiées l'an prochain dans un livre qui va sortir en Italie, en Toscane, à Florence, l'an prochain, en 2021. Et ils ont retrouvé à Cafaggiolo, puisque ça c'est originaire de Cafaggiolo, il y a les marques de Cafaggiolo. Cafaggiolo, c'est une ville qui est à quelques kilomètres seulement de Florence, en Toscane. Et donc il y a dessous la marque SP, Piero e Stefano di Filippo, l'un des deux étant décédé en 1507, mais après il continue à faire encore ce genre de céramique avec des signatures SP jusqu'au 3e quart du XVIe siècle, ce qui est la date à peu près de ces objets. Et ils ont fait des fouilles il y a 2 ans à peu près à Cafaggiolo, dans lesquels ils ont trouvé des dauphins, des supports de pièces comme ça, avec des dauphins. Et du coup, ils ont demandé à avoir des photos de ces pièces, évidemment, pour voir une comparaison, parce qu'il c'est vraisemblable que c'est le même moule qui a servi pour la plupart de ces dauphins qui servaient de pied de support à ces pieds de dauphins. Ce sont des rafraîchissoirs, très probablement, donc c'est l'ancêtre des rafraîchissoirs, ce que je disais tout à l'heure. On en connaît avec exactement cette forme en cuivre ou en métal argenté, mais du 17e, du 18e, parce que là c'est vraiment de la céramique avec une glaçure plomifère. C'est un décor évidemment très très moderne, parce que donc on voit que c'est un décor de coulure d'émail à l'intérieur, porté dans 1000 degrés, et si ce n'est plus, du reste de grand feu dans les fours, et ça donne des marbrures ou un aspect jaspé, de terre mêlée qu'on appelle plus tard terre mêlée pour les céramiques d'Apt, mais ça on est dès le XVIe siècle et en fait c'est d'une modernité tout à fait extraordinaire. Et le fait en plus on en a 2, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la cuisson, il n'y a pas de stabilité, la matière colorée, les pigments ne tiennent pas, et ils coulent, ils dégoulinent le long de la pièce, provoquant ainsi un décor totalement moderne, comme si on avait voulu faire quelque chose de japonisant, de vaporeux et autres. Et là, c'est ce qu'on a avec plusieurs couleurs différentes, des variantes de bleu, de verdâtre, de manganèse, de jaune et autres. C'est la cuisson, parce que c'est porté très très haut, à 1000 ou 1200 degrés, c'est la cuisson qui fait que ça devient instable et tous les pigments qui ont été mis se mettent à couler en se vitrifiant et donc en observant une espèce de glaçure qui après se solidifie et qui est une glaçure plomifère. Donc c'est techniquement effectivement très intéressant. On trouve ça un petit peu du reste sur certains éléments des grottes de Bernard Palissy au XVIe siècle en France. Ils ne sont pas les seuls à essayer ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce qu'on a quand même des suiveurs de Palissy en plus de notre exposition des fleurs? Parce qu'on a quand même ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle des fleurs marines. Vous avez donc de la fougère, vous avez toutes ces feuillages qui pour moi correspondent aux fleurs. Et c'est notre grande spécialité, c'est ce qu'on appelle les suiveurs de Palissy. On fait, je pense qu'on est la galerie la plus importante présentant des suiveurs de Palissy dans le monde. Donc il y a 2 écoles au 19e, l'école en France, l'école au Portugal. En France, il y a plusieurs régions et il y a plusieurs centres. Vous avez le centre de Paris avec plusieurs céramistes assez renommés, donc lui fait partie des indépendants. Et vous avez les Portugais, donc ça c'est Caldas da Rainha, ça c'est assez rare dans le sens où quand vous la regardez, ça pourrait être 1900, 30, 40, 80, 90, maintenant c'est 1880. C'est absolument dingue, surtout qu'en plus le fond vraiment donne l'idée d'un souhait, d'un trompe-l'œil. Avec le mouvement de l'eau, on pourrait imaginer la terre, l'écume, enfin vous voyez, ça bouge beaucoup et ça donne l'impression qu'elle se débat. Donc il y a un trompe-l'œil qui est très 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 intéressant. Oui, ça c'est rare à trouver aussi. Comme les 4 panneaux que nous avons sélectionnés et qui sont vraiment nos pièces majeures pour cette exposition,
qui sont en pierre de lave, française, fin 19e, peut-être de la manufacture de Lorrain ou des ateliers d'Auteuil. On est sûr de la période, on est sûr de la qualité et un ensemble de 4 panneaux, ça c'est très difficile à trouver. On a bien sûr décidé de travailler sur des complets de Massier, puisque le monde entier nous connaît pour ça. Donc les complets de Massier sont en général les colonnes que vous allez avoir avec des hérons, des flamants roses, et qui sont toujours surmontés d'un cache-pot floral. Ça, on en trouvait vraiment à l'époque dans toutes les maisons, dans tous les palais, dans tout. Voilà, c'était vraiment la pièce décorative que tout le monde bien. On vient chez nous par hasard parce qu'on trouve ça joli, les gens rentrent, mais on vient aussi chez nous parce qu'on veut un jardin d'hiver, on veut un joli rotin, on veut une céramique colorée, on veut de la qualité. Voilà, j'ai un gros réseau et j'achète toutes les semaines, pas tous les jours mais presque. Et toutes les semaines, oui. Comme tous les spécialistes de l'association, les gens nous connaissent. Voilà, on est tous très spécialisés, on s'entend très bien. Il n'y a pas de compétition, c'est surtout quelque chose de très fraternel, je trouve. Donc cette synergie créée par l'association des spécialistes de la céramique de collection confirme la place de Paris comme capitale essentielle pour la céramique et les arts du feu.